En visite d'État au Tchad, le président Félix Tshisekedi a été invité à dévoiler la plaque d'une grande artère de la ville de N'Djamena qui porte son nom. Cet acte posé par les autorités tchadiennes est une reconnaissance de l'implication de Félix Tshisekedi au processus de transition tchadienne. Et puis, au Cameroun, en vue d'améliorer la qualité des infrastructures du port de Kribi, le gouvernement camerounais a mis en disposition d'une somme de 1312 milliards de francs CFA pour le travaux de ce port important pour l'économie camerounaise. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Commençons avec cette brève. La première ministre Judith Souminois a effectué son premier voyage depuis son investiture ce mardi dans la province du Sud Kivu. Le but de son déplacement était de présider la fermeture du bureau de la MONUSCO à Bukavu, le cœur névralgique de ces opérations dans cette province. Cette opération découle du processus de désengagement de la mission de cette entité. Au cours de cette cérémonie, la MONUSCO a fait un don actif d'une valeur de 10 millions de dollars aux autorités de la RDC et plusieurs partenaires congolais. Un héliport nouvellement construit et une base à Routemba d'une valeur d'1 million de dollars ont été aussi offerts au FARDC. Cette cérémonie marque la fin de la première phase du processus de désengagement de la MONUSCO au Congo-Kinshasa. Et puis, je l'avais dit au sommaire, au deuxième jour de sa visite d'État au Tchad, le président Félix Tshisekedi a été invité ce mardi à dévoiler la plaque d'une grande artère de la ville de N'Djamena qui porte son nom. Longue de 1,6 km, l'avenue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la principale artère qui traverse le deuxième arrondissement de N'Djamena. Pour les autorités tchadiennes, la débaptisation de cette avenue au cœur de la capitale est faite en reconnaissance de l'implication du président Tshisekedi au processus de transition tchadienne comme facilitateur de la CEAC. Accompagné du Premier ministre tchadien Alamaï Alina et Madame la maire de N'Djamena, Barthiré Fatima Zaradouga, le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce mardi une avenue rebaptisée en son nom au cœur de la capitale tchadienne. Longue de 1,6 km, cette artère désormais appelée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un cadeau offert au chef de l'État par le peuple tchadien pour honorer son implication comme facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Pour les autorités de ces pays d'Afrique centrale, cet acte est une marque de reconnaissance. Pour la première fois de ma vie, on m'honore autant. Je dis merci à mon frère et homologue, le président Mahamat Idriss Déby, et à travers lui, à tout le peuple tchadien, qui restera à jamais dans mon cœur. C'est depuis lundi soir que le président Félix Tshisekedi a entamé une visite d'État à N'Djamena axée sur le renforcement de liens d'amitié et des coopérations entre la RDC et le Tchad. En raison de son rôle joué en tant que facilitateur du processus de transition tchadien, il a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Tchad, la plus grande décoration honorifique de ces pays. Et puis le Sénat congolais va bientôt se doter d'un nouveau bureau définitif, la dernière étape qui reste avant de refermer la session extraordinaire inaugurale ayant pour mission de poser les bases pour l'ouverture de la quatrième législature proprement dite de la Troisième République. Déjà ce lundi, les conclusions de la commission chargée de la mise en place du règlement intérieur a déposé des conclusions de ses travaux au bureau provisoire dirigé par Pascal Kinduelo qui a convoqué une session ce mercredi pour son examen. Suivez le récit de Fiston Oleko.
Les choses se précisent de plus en plus à la Chambre haute du Parlement. En effet, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la 4e législature a déposé lundi 24 juin le rapport final auprès du président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo. Cette étape importante franchie par la commission ad hoc a directement ouvert la voie à la convocation d'une plénière ce mercredi 26 juin afin de débattre de ce projet de règlement intérieur qui permettra à d'autres sénateurs d'apprécier le travail abattu par la commission spéciale dirigée par le sénateur Christophe Lutundula afin d'apporter également leur amendement s'il y a lieu. Le projet de règlement intérieur et les rapports de travaux. Nous avons travaillé avec le plus grand sérieux, avec le plus grand sens de responsabilité. Le délai a été dépassé de quelques jours parce qu'on voulait vous remettre le travail qui est fait. Nous espérons qu'il verra de voir comment programmer pour que je puisse avancer. Merci beaucoup pour l'encadrement. J'espère qu'il va continuer. Je vous remercie aussi. Signalant qu'au regard du volume du travail, la commission n'a pas pu finir sa mission dans le délai imparti, a fait savoir Christophe Lutundula. De son côté, le président du bureau provisoire, Pascal Kindwelo, a félicité tous les membres de la commission pour la qualité du travail rendu. Connaissant notre grande commission sur le travail important des règlements intérieurs, et puis nous savons déjà d'avance que ce sera un travail de qualité. Nous espérons qu'au niveau de la plénière, ce sera l'approbation certaine de ce que vous faites comme travail. Je vous félicite et je vous dis merci. Pendant ce temps, dans les quartiers généraux des partis politiques et d'autres forces sociales, les sensibilités se bousculent sur le choix du prochain speaker de la Chambre haute du Parlement. Si les chefs coutumiers du Grand Katanga ont appelé les sénateurs, le président de la République a jeté leur dévolu à l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. D'autres voix par contre se lèvent pour que ce poste soit réservé au parti présidentiel, l'UDPS. Les jours à venir seront déterminants. Parlons politique dans ce journal, alors que tout le monde le croit à l'étranger. Dans la clandestinité, Joseph Kabila, serré en RDC, a indiqué Emmanuel Shadari, le secrétaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à l'ex-président du Congo Kinshasa, qu'il a dit lors d'une récente interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Dont Momat nous en dit plus. La controverse entourant la disparition des radars de Joseph Kabila a été ravivée par les déclarations d'Emmanuel Shadari lors d'une récente interview accordée au magazine Jeune Afrique, alimentant ainsi les spéculations sur la situation mystérieuse de l'ex-président de la RDC. Pour le secrétaire permanent du PPRD, parti de Kabila, ces derniers seraient au pays. Mais, ajoute-t-il, je ne vous dirai pas où et dans quelle province, à quoi ça servirait, s'interroge-t-il. La dernière apparition publique de celui qu'on appelle aussi Raïs remonte à janvier 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a validé les sujets de sa thèse de doctorat à l'université de Johannesburg. Depuis lors, son absence de la scène politique a nourri une certaine psychose à Kinshasa. Des allégations faisant état d'une connivence de Kabila avec le mouvement rebelle M23 ont été avancées, notamment par le secrétaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, lors des meetings du 30 mars et 9 avril devant des partisans du parti présidentiel, puis par le service de renseignement militaire, la DEMIAP, qui s'est permis de mettre à la disposition de la presse la vidéo de l'interrogatoire avec un conseil de l'ancien président de la CENI, devenu président du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, qui affirmait que Joseph Kabila et John Numbi sont en lien avec cette nouvelle plateforme politico-militaire dont le M23 fait partie. Malgré ces accusations graves, l'ancien président est resté muré dans le silence, laissant sa famille politique prendre sa défense. Les spéculations sur la vie récluse de Kabila dans ses fermes de Kingakati et Kashamata, ainsi que sur son silence depuis qu'il a quitté la présidence, suscitent des interrogations sur ses intentions futures. Malgré une obligation de réserve conformément à la loi sur les statuts des anciens présidents, la question demeure. Joseph Kabila sortira-t-il de son silence pour révéler ses projets politiques
Ou restera-t-il une figure énigmatique planant sur la politique congolaise? Pour l'instant, c'est surtout son épouse, Olive Lembe Kabila, qui s'exprime publiquement. En visite à Goma début avril, elle a exprimé son souhait de voir son mari revenir au pouvoir. Quittons la politique pour parler justice. Affaire des attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation à Kinshasa. Lors de l'audience de ce mardi à la prison militaire de Ndolo, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit et décidant et a rendu un jugement avant dire droit, rejetant les mémoires uniques des prévenus et décidant de traiter le fond de l'affaire. Le tribunal a déclaré irrécevables les requêtes concernant a déclaré irrécevables les a déclaré irrécevables les requêtes concernant la restitution des objets non saisis et la libération de la résidence ayant abrité Malanga et ses complices en ce qui concerne le déclinatoire de compétences, bien que récevable en forme, il a été jugé non fondé, confirmant ainsi la compétence du tribunal. Des procès-verbaux dressés à la phase préjuridictionnelle ont été jugés récevables mais non fondés, à l'exception des PV d'audition de Jean-Jacques Wondo, dont les déclarations seront exploitées à titre de renseignement. Parlons toujours justice. Les personnes impliquées dans une soirée de partouze dénommée Mitimbiri qui s'est déroulée le week-end dernier ont été jugées ce lundi 25 juin en procédure de flagrance devant le tribunal de grande instance de la Gombe pour proxénétisme et pédopornographie. Elles ont été interpellées par la police dans le cadre des opérations contre les pratiques déviantes et la nuisance sonore. De Montmat pour le commentaire. Et aux pratiques sexuelles déviantes a été lancé par la police nationale congolaise dans la vaste étendue de la capitale Kinshasa. Plus de 400 baffles, ordinateurs, mixeurs ont déjà été saisis et une cinquantaine de personnes ont été appréhendées à différents endroits de la ville. Au cœur de l'action, des individus arrêtés au rond-point Ngaba dans la commune de Lemba ont été traduits en justice en procédure de flagrance au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Accusés de proxénétisme et de pédopornographie, ils comparaissent ce lundi 25 juin devant les autorités compétentes. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police, Blaise Kilimbalimba, affirment que ces opérations sont menées avec professionnalisme et dans les respects stricts des droits de l'homme. Les forces du progrès, un groupe identifié par les autorités, ont également été visés par ces actions répressives. Ces groupes se transforment en tout, gendarmes, policiers, a déclaré un commandant de la police. Une atmosphère nouvelle se dessine progressivement à Kinshasa. La quiétude gagne du terrain, offrant aux habitants de savourer la paix retrouvée, loin de bruits assourdissants des terrasses, des bars et parfois même des églises qui jonchaient auparavant le paysage sonore de la ville. Ces opérations surviennent suite aux instructions claires émises par le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, au procureur général pris la Cour de cassation Firmin Vondé. Ces derniers se sont engagés à faire respecter la loi en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, promettant ainsi un renforcement de l'ordre et de la tranquillité publique dans la capitale congolaise. Quittant la ville de Kinshasa pour aller dans la province de l'Ituri, selon un communiqué du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, signé en ce début de semaine, la justice est mise à contribution pour poursuivre les auteurs des actes de violation à des accords d'engagement signés avec le gouvernement. Le déplacement suspect et avéré de M. Thomas Lubanga est aussi dénoncé dans ce communiqué lu par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FRDC dans cette province. Suivez. Chers compatriotes, Itouriens, par devoir de redevabilité et à ma qualité de l'autorité provinciale et commandant des opérations en Ituri, sous état de siège, je m'adresse ces jours à toute la population itourienne de tous les 5 territoires pour vous informer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre province. Il est surprenant de constater le non-respect de l'acte d'engagement
des cessations des hostilités signées devant le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Alors que nous attendions l'arrivée du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sceller les dits accords pour un retour de la paix durable en Ituri. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres, donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et un élément Codeco tué. Kilo Eta, par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin 2024. Madame, Messieurs, l'actualité se poursuit dans ce journal. C'est avec la page internationale. « 312 milliards de francs CFA, c'est le montant que vont coûter les travaux d'extension et d'amélioration de la qualité des infrastructures du port de Kribi au Cameroun. Selon le directeur de l'institution portuaire, ces travaux devraient permettre de stimuler la rentabilité et la compétitivité du port de Kribi. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa 24. Dans la perspective de l'atteinte de ces objectifs, le port de Kribi, situé dans le sud du Cameroun, aspire à s'industrialiser pour atteindre son plein potentiel. 1312 milliards de francs CFA sont nécessaires pour développer le volet industrialisation de la mégastructure établie sur une superficie de 15 000 hectares. Une enveloppe que l'institution portuaire compte lever à travers les opérations de titrisation des créances sur le marché de la bourse des valeurs mobilières. Une part importante de ces fonds, soit 524,8 milliards de francs CFA, sera dédiée à l'aménagement, l'exploitation et la maintenance de la zone industrielle intégrée de 1500 hectares destinée à accueillir les activités logistiques et industrielles. Les fonds devraient permettre également d'améliorer la desserte et la connectivité, mais aussi l'extension des infrastructures portuaires. Quand on vous énumère l'utilisation, vous comprenez pourquoi. Vous avez la dimension amélioration et extension des infrastructures portuaires, d'améliorer également les dessertes, la connectivité. On ne fait pas d'industrie sans énergie, donc il sera certainement question de construire des lignes de transport d'énergie par rapport à des sources qui existent déjà. Le port autonome de Kribi, qui à l'heure actuelle compte environ 40 entreprises industrielles en activité dans les secteurs de la cimenterie, assemblage automobile, agroalimentaire ou encore forêt-bois, ambitionne aussi de se positionner comme étant une zone économique spéciale de nouvelle génération. Objectif, améliorer davantage la rentabilité et la compétitivité de l'espace portuaire. La construction du terminal minéralier d'une capacité de 125 millions de tonnes, projeté pour 2025, est un projet central qui devrait permettre au port d'atteindre le cap de pôle d'exportation à grande échelle. C'est un projet très important pour nous. L'objet même du port de Kribi, c'est de permettre l'exportation des richesses, notamment minières, comme l'a dit le chef de l'État. Donc, d'où l'emphase que nous mettons sur le terminal minéralier. Maintenant, le retour sur investissement, la rentabilité pour moi, elle est évidente et sera précisée quand on a achevé les modèles financiers. Depuis 2018, date du début des opérations portuaires, le port en eau profonde de Kribi a généré à peu près 500 milliards de francs CFA de recettes douanières. Le trafic y a atteint 5,3 millions de tonnes de marchandises au premier semestre 2023.
Et puis la digitalisation, un instrument désormais au cœur des perspectives de développement des politiques centrafricaines en faveur de la croissance. Les autorités du pays sont à l'œuvre pour accélérer et promouvoir la digitalisation pour améliorer la qualité des services, mais surtout stimuler les recettes des diverses administrations et structures. Dans cette perspective, un atelier sur la transformation digitale sur le thème « Le digital au service de la mobilisation des ressources et de la transparence des dépenses publiques. Quel levier pour accélérer la transformation digitale et maximiser l'impact ?» s'est ouvert hier lundi 24 juin à Bangui. Suivez. Sidonia World, Polélé, Girafe, Simba ou encore e-tax sont autant d'outils dont disposent les administrations de la République centrafricaine pour un fonctionnement optimum de leurs services et une amélioration de leur rendement. Mais ces applications et outils numériques épousent-ils les objectifs de mobilisation de recettes et de transparence des dépenses publiques? Les acteurs de l'administration du secteur des finances veulent allier efficacité et efficience dans l'utilisation de ces derniers au bénéfice des usagers et des administrations. Il est question de trouver la solution à l'adéquation entre la disponibilité des applicatifs et l'atteinte des objectifs envisagés. Cet exercice va nous permettre de poser sur la table les différents défis que nous avons. Défis énergétiques, défis de connectivité avec Internet, défis matériels, défis humains également, parce que ce sont des questions nouvelles et nous devons nous assurer d'avoir les hommes pour pouvoir accompagner également ce processus. Augmentation de la productivité des agents de l'État, mobilisation des recettes fiscales et douanières ou encore lutte contre la fraude et la corruption, voilà quelques objectifs que visent les politiques de l'administration financière de la Centrafrique pour non seulement optimiser la qualité et l'utilisation des applicatifs dans les services publics, mais aussi assurer leur interopérabilité. Les recettes douanières de la Centrafrique ont augmenté de 10 à 15% grâce à la mise en opération de Sidonia World. La digitalisation, en réalité, supprime les interactions avec l'humain. Ce qui veut dire que très clairement, en termes d'amélioration de la gouvernance et de la transparence, il n'y a pas meilleur mécanisme qu'un mécanisme digital. La digitalisation de l'administration et des services publics centrafricains est issue d'une volonté politique impulsée par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, dans la perspective d'un développement accru de son pays. Le 20 juin 2024, il recevait le président directeur général de New Globe, Jake Immelman, au sujet de la digitalisation du système éducatif. Madame, Messieurs, à présent, nous allons passer en revue les différents journaux qui ont paru aujourd'hui, le 25 juin, dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Plusieurs interrogations reviennent dans le journal paru ce mardi 25 juin à Kinshasa. Porte-parole de l'opposition, les boulevards pour Moïse Katumbi s'interrogent en premier les potentiels. Après le refus de Martin Fayulu et d'Élie Sessanga de prendre part au processus de désignation du porte-parole de l'opposition et en l'absence d'un parti d'opposition avec autant de députés que ceux d'Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, les confrères se permettent d'affirmer que Moïse Katumbi, par favori et d'office, devrait être désigné porte-parole de l'opposition. À quoi sert la démocratie à un peuple sans culture politique, se demande cette fois-ci à un professeur émérite congolais dans les colonnes de la prospérité. La démocratie de pays africains encore vacillante et à la recherche de ses lettres de noblesse a besoin d'acteurs politiques et sociaux engagés pour sa vitalité et son redressement, soutient-il. Elle a besoin d'un service d'accompagnement et d'éducation civique populaire constitué de toutes les parties prenantes, pouvoir, opposition, société civile. Éduquer le peuple à connaître ses droits et ses devoirs, s'approprier le mécanisme d'acquisition et d'accession au pouvoir en démocratie, c'est la voie royale si l'on veut réussir une démocratie participative, conclut-il. Forum de As revient de son côté sous la séance de travail tenue le lundi 24 juin à la cité
de l'Union africaine à Kinshasa entre le gouverneur et le président de la République. Félix Tshisekedi a instruit le nouveau chef d'exécutif provinciaux à être sur le terrain et non dans des bureaux. Le chef de l'État renchéri Info 27 a clairement souligné l'importance pour le chef des exécutifs provinciaux de quitter leur bureau afin d'être au plus près des citoyens, de comprendre et de résoudre le problème quotidien qui affecte la société. Cette orientation claire du président de la République implique pour le gouverneur une réactivité et une efficacité accrue face aux défis locaux. Gardons le même tabloïd, mais en changeant le sujet cette fois-ci. En visite d'inspection au port de pêche de Kinkole, lundi 24 juin 2024, qui a coïncidé avec le 57e journée nationale du poisson, Félix Tshisekedi s'est dit satisfait de l'évolution de travaux de construction du débarcadère intégré de Kinkole. Par la même occasion, il a donné des instructions au ministre de la Pêche et de l'Élevage pour la livraison des intrants dès la semaine prochaine aux pêcheurs de la ville de Kinshasa et ceux de Kisangani, province de la Tchopo. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine. Fin de ce journal, place au rappel des titres. En visite d'État au Tchad, le président Félix Tshisekedi a été invité à dévoiler la plaque d'une grande artère de la ville de N'Djamena qui porte son nom. Cet acte posé par les autorités tchadiennes est une reconnaissance de l'implication de Félix Tshisekedi au processus de transition tchadienne. Et à l'international, le Cameroun, en vue d'améliorer la qualité des infrastructures du port de Kribi, le gouvernement camerounais a mis en disposition d'une somme de 1312 milliards de francs CFA pour les travaux de ce port important pour l'économie camerounaise. Ce journal est complètement terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.